Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Épisode 4. Bienvenue à tous pour ce 4e épisode de Tokimeki, le podcast. Oui, toujours en présence de... L'invité mystère. Qui n'est plus si mystérieux. Léo. Donc du coup, pour ce 2e épisode, on va aller un peu plus loin sur les réalisations, les mises en place, en savoir un peu plus sur pourquoi tu nous as choisi. Le micro est à toi. Oui, donc pourquoi j'ai choisi Tokimeki en fait, avant de répondre à cette question, il faut s'en poser une autre. Je pense c'est est-ce que j'ai choisi Tokimeki? Ou Tokimeki m'a-t-il choisi? Non, mais dans le sens où je sais pas si j'ai eu tant de choix que ça en tant que on est les seuls à avoir dit oui. Oh mince, on découvre en direct live sur le podcast qu'en fait il voulait pas. Non. Contraint et forcé, j'ai commencé mon stage chez Tokimeki. J'ai eu d'autres opportunités, mais qui ne se sont pas forcément concrétisées, que ce soit du côté de l'employeur ou de mon côté. Mais si j'ai choisi en tout cas de vous contacter, c'était parce que, comme j'ai dit du coup dans le podcast précédent, il fallait absolument que je termine mes études par un stage au Japon. Et en fait, intégrer Tokimeki, c'était pour moi une opportunité de le faire. Et en plus de conjuguer du coup mes études de japonais et mes études de communication. Ouais, c'est ce que tu avais un petit peu évoqué tout à l'heure. Moi je me souviens que c'était rigolo parce qu'on a évoqué rapidement la mafia Inalco, donc c'est un peu un running gag. Ouais, c'est un peu un running gag au Japon parce que souvent on rencontre des gens et au détour d'une conversation on découvre qu'ils ont fait l'Inalco. Donc on est là, ah bah moi aussi j'ai fait l'Inalco, ah bah c'était quelle année, ah bah t'as eu tel prof et tout. Donc en fait il y a une espèce de mafia de l'Inalco, enfin je veux dire il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai souvenir que pendant un entretien où une fois que tu étais arrivée, tu m'avais dit que tu nous avais trouvé via le répertoire ou l'annuaire alumni Inalco, enfin des anciens de l'Inalco, et que du coup en fait ils cherchaient non pardon ligne par ligne qui est au Japon. Ouais, parce que ça c'est quelque chose c'est une ressource extrêmement importante, je trouve, ce site internet sur lequel en fait sont répertoriés tous les alumni de l'Inalco, en tout cas tous ceux qui s'y inscrivent. Si vous nous écoutez et que vous êtes à l'Inalco, utilisez ce site là parce que c'est très utile. La preuve, voilà, j'ai trouvé mon stage grâce à ça. Et une deuxième chose, c'est le fait que cette mafia Inalco qui est présente au Japon, donc on parle vraiment de la mafia japonaise là, pour le coup les autres langues on peut pas se prononcer dessus, mais en fait on ne la voit pas forcément depuis nos sièges d'étudiants. En fait c'est vrai. L'institut organise beaucoup de tables rondes et on a donc des professionnels qui sont basés en France qui viennent nous parler de leur métier, et c'est toujours extrêmement enrichissant, mais parfois on se rend compte que ces professionnels là n'utilisent pas forcément leur langue dans leur métier, et ça c'est assez décourageant. En tout cas pour moi ça m'avait fait un peu bizarre d'assister à plusieurs tables rondes avec plusieurs professionnels qui à chaque fois nous répondent j'ai malheureusement plus l'occasion d'utiliser ma langue. Pour moi si on avait fait du coup 3 voire 5 ans à étudier une langue, c'était quand même pour pouvoir l'utiliser dans le monde professionnel ensuite, quoi. Pas pour simplement l'utiliser dans la vie de tous les jours, ce qui est déjà excellent, mais si on a autant investi, c'est quand même pour pouvoir au final avoir une certaine plus-value sur le marché du travail. Donc voir qu'il y avait toutes ces personnes-là qui travaillaient au Japon et qui du coup mettaient à profit ce qu'ils avaient appris, ça m'a donné beaucoup d'espoir, et j'ai ensuite pu vous contacter. Juste pour rebondir sur cette histoire de mafia qui est en fait
un réseau. Moi j'ai souvenir que étant plus jeune on me disait tout le temps tu verras le réseau. Et en fait pour moi c'était nébuleux. Enfin vraiment un réseau, oui mais c'est mes copains de fac. C'est quand on est étudiant au final notre réseau c'est les gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui notre réseau qui était donc notre réseau de copains étudiants de l'INALCO, c'est notre réseau en partie professionnel. Enfin il y a plusieurs personnes qui sont dans notre cercle de partenaires à qui on fait appel pour des missions, qui en fait ont fait l'INALCO avec nous ou étaient l'INALCO après nous ou sont des amis de gens de l'INALCO. Et donc en fait vraiment ce réseau il est à pas sous-estimer et à cultiver. Et c'est quelque chose que j'avais pas vu moi dans mon stage quand j'étais chez Campus France parce que c'était un monde très fermé. Je pense que Léo, toi t'as pu voir un petit peu l'importance d'avoir un réseau et comment est-ce qu'on s'en sert, parce qu'avec Alice dès qu'on a une opportunité de faire travailler notre réseau on le fait, parce que déjà on n'est que 2. Et ensuite, on estime que c'est important de valoriser les gens qui sont spécialistes de quelque chose. Mais du coup, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont dans le monde du travail à l'heure actuelle, qui veulent rentrer dans le monde du travail, qui sont étudiants ou qui veulent travailler sur des dossiers un peu internationaux à l'avenir, il ne faut vraiment pas sous-estimer en fait votre réseau, même de proches. Des fois, garder contact. Oncle ou le cousin de machin, et ben en fait il connaît quelqu'un qui travaille qui fait que, et c'est toujours plus simple de prendre contact quand on a quelqu'un pour nous introduire. Donc ne jamais sous-estimer la force du réseau. Bien sûr. Et toi Alice qui est au Japon depuis un bon moment, ce réseau-là, t'as commencé à le bâtir dès ton arrivée ici ou c'est fait plus progressivement ? Ça s'est fait plus progressivement, mais en fait, c'est un peu ce que disait Mathilde. Le réseau, c'est d'abord en fait tes amis, les gens que tu fréquentes. Tu réfléchis pas forcément en fait au fait que tu pourras utiliser un jour dans un but professionnel les gens avec qui tu es. C'est pas si simple que ça de monter un réseau professionnel dans le sens où, selon ton emploi, tu pourras pas vraiment faire appel à eux. Moi, je sais qu'en tant qu'assistante, je rencontrais énormément de gens qui étaient haut placés, mais en fait, je peux pas les contacter comme ça, c'est pas ma position, je peux pas me permettre, mais c'était des gens qui faisaient partie de mon réseau en soi, parce que je les connaissais. C'est la grosse difficulté, en fait, d'essayer de tisser des relations et de pouvoir les utiliser derrière. C'est le travail que maintenant, nous, on fait, parce que c'est beaucoup plus facile maintenant en tant qu'entrepreneur de aller à la rencontre des gens, de mettre en lien Monsieur A avec Madame B. C'est tout ce genre de travail-là est beaucoup plus simple maintenant, du fait qu'on voit en fait l'intérêt et qu'on peut l'appliquer en fait dans la vie de tous les jours. Les applications concrètes, c'est vrai que c'était nébuleux jusqu'au jour où tu vois qu'en fait, si je fais appel à Machine qui était avec moi en cours de traduction, on va pouvoir faire ci et ça. Je trouve qu'il y a un côté aussi un peu... j'avais une image un peu négative aussi, quand j'étais plus jeune, de la connexion en fait. Machin a utilisé ses connexions pour avoir... En même temps, c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas se voiler la face. Quand tu cherches quelqu'un, quand on parle de la mafia INALCO, c'est aussi un peu ça. C'est si déjà tu as fait l'INALCO, j'ai un gage en fait. J'ai un gage de la personne, elle a appris le japonais correctement. Oui, complètement. Puis au final, Tokimeki existe grâce à ce réseau-là aussi. Complètement. De toute façon, Alice et moi, on s'est connus grâce à l'INALCO. Donc encore une fois, un gage de qualité. Donc ça c'était un petit peu pour revenir sur comment est-ce que tu nous avais trouvés et pour continuer un peu sur les prémices et sur les débuts du stage. En fin d'épisode précédent, tu nous as donné dans les grandes lignes 4 échéances, 4 grandes choses en fait que tu avais mises en place à ton arrivée. Donc il y avait eu la définition de Tokimeki, vraiment de remettre ça en place, de voir la stratégie, comment on se définit et comment on définit, comment est-ce qu'on se présente sur les réseaux. Il y avait la persévérance et puis il y avait un 4e point. C'était un point qui concernait les cibles et les canaux qu'on utilisait. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur... les premières mises en place ? Ouais, les premières choses que tu as mises en place. Bien sûr. Comme on disait du coup dans le podcast précédent, dès mon arrivée dans l'entreprise, on a eu un événement qui était important et qu'il fallait préparer. C'était le lancement du site internet. Donc moi, j'ai un profil de communicant plutôt axé sur la stratégie. C'est d'ailleurs l'aspect de la communication qui m'intéresse le plus. Donc là, on a dû tous les trois essayer de composer une stratégie un peu éclair qui nous permettrait de faire la promotion adéquate
du site internet juste avant son lancement. Donc en général, quand on fait une campagne de communication, il y a quand même une longue phase de préparation avant de mettre en place toutes les actions. Là, comme je disais, on a eu un temps qui était plus court, mais on a quand même réussi à plutôt bien se débrouiller, je trouve, pour lancer ça. Pour lancer ça dans les temps, mis en place du coup une période de teasing et plusieurs publications qui étaient là pour en fait un peu débroussailler le chemin juste avant la grande annonce du site internet. Donc ça c'était une première chose qui était en fait assez opérationnelle directement. Ça a pu être vérifié rapidement. Et ça a pu se vérifier rapidement. Après ça, qui a été une période vraiment très très active et intense, on a pu s'attarder plus longuement sur la stratégie de communication qu'on allait adopter et vers où en fait on voulait mener Tokimeki sur les réseaux et comment on voulait faire évoluer sa réputation numérique, son réputation. Sachant que, je me permets juste de... Donc Léo est arrivé en février 2024 chez Tokimeki, donc à distance au début. À ce moment-là, Alice et moi, on avait eu une année 2022 assez chargée au final. Et du coup, on avait complètement mis de côté la communication sur les réseaux. Donc je pense que c'était un point que Léo avait très bien identifié en termes de lacunes qu'il fallait qu'on relance. Difficulté des petites entreprises en fait. On sait que les réseaux sociaux sont importants. Certains réseaux le sont moins. Typiquement Instagram, on le fait, mais en fait... Notre cible n'y est pas vraiment. On n'est pas du B2C, donc en fait potentiellement Instagram ne serait pas notre premier choix en termes de communication. Mais quand on cherche une entreprise, malgré tout, en fait, assez machinalement, on cherche sur Instagram si elle est présente et combien de followers elle a. Le truc, c'est qu'en fait, quand on n'est que deux et qu'on essaye de mettre en place son entreprise, passer du temps à mettre en place des posts pour lesquels, en fait, il n'y a pas vraiment de visibilité, ça crée rien, la communauté, elle évolue pas, etc. Bon, bah, à un moment, on finit par se dire, notre choix, il n'est pas stratégique du tout. Il faut que je passe du temps sur comment je crée du réseau, encore une fois, comment je vais chercher des nouvelles... Voilà. Donc on a dû mettre un peu de côté les réseaux. Donc Léo il est arrivé pas sur un tableau blanc, mais presque, mais avec le champ libre, bien sûr avec notre aval, mais en tout cas le champ libre sur le côté stratégie. Nous on n'avait pas vraiment défini de ligne éditoriale claire. On savait ce qu'on aimait poster, l'esthétique qu'on aimait faire, mais on n'avait pas vraiment d'esthétique définie jusqu'à l'arrivée de Léo. Et du coup il a dû travailler sur non seulement la stratégie de comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on parle, mais aussi l'esthétique, comment est-ce qu'on veut se présenter, retravailler un petit peu la charte et tout ça. Et il a très très bien fait tout ça, mais du coup si tu as un peu des réflexions ou comment est-ce que tu as mené cette réflexion-là Oui. Pour encore une fois commencer par la conclusion, j'ai mené cette réflexion pas à pas, parce que c'est un long travail en fait, comme on le disait tout à l'heure, quand on part qu'avec certains éléments en fait tout construire, c'est difficile. Il y a des personnes dont le métier consiste à faire des chartes graphiques, consiste à faire des copies stratégies. Donc une copie stratégie, c'est un document sur lequel en fait on répertorie tous les éléments de langage, toutes les façons que va avoir l'entreprise de s'exprimer. Une charte en fait. Une charte d'expression, clairement. Ça va être les tons, l'adresse qu'on va utiliser. C'est un document adapté selon les médias, les plateformes. Adapté selon les médias, donc c'est des documents qui sont très lourds. On a essayé du coup de faire ça pas à pas et surtout de faire ça au plus simple, parce qu'on avait quand même un autre besoin. Tout à l'heure on parlait du besoin de créer un site internet. Le besoin le plus urgent pour Tokimeki, c'était vraiment le besoin d'existence. Comme on le disait, la communication a été en pause pendant très longtemps. Il y avait une deuxième contrainte, c'était mes 6 mois de stage. Si j'avais eu du coup plutôt que 6 mois, 1 an, peut-être que j'aurais fait les choses différemment, mais là il fallait quand même que je commence à communiquer d'une manière ou d'une autre. J'ai essayé de mettre les bouchées doubles sur ces documents stratégiques là, donc la charte graphique et la copie stratégique, pour ensuite pouvoir me lancer le plus vite possible, sachant que de toute façon pour une entreprise comme Tokimeki, le pilotage se fait aussi pendant qu'on est en train de communiquer. C'est-à-dire qu'on se rend compte que certaines choses fonctionnent, que d'autres ne fonctionnent pas, et à ce moment-là, on reprend les documents
on réajuste. Ça c'était vraiment les 2 documents clés à conjuguer avec l'étude de marché que j'avais réalisée pour en fait tout simplement essayer de comprendre quelles étaient les bonnes pratiques à adopter. Comment se placer par rapport à des concurrents ou par rapport à des... Exactement. Et c'est à travers du coup cette étude-là qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait quand même du coup une véritable place à prendre sur les réseaux sociaux pour une entreprise événementielle à Tokyo, une entreprise qui est française, donc une entreprise étrangère. On s'est rendu compte que voilà, nos concurrents, c'était pas du tout quelque chose sur lequel en fait ils mettaient l'accent. Nous, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, quand même quelque chose qui reste secondaire, la communication, la communication réseau, je parle bien entendu. Mais étant donné que j'étais là, quand même quelque chose sur lequel on pouvait capitaliser. Oui. Donc c'est à travers cette réalisation là aussi qu'on a pu mettre en place cette stratégie. Donc ouais, je pense que c'est ces 3 documents là, l'achat graphique, la copie stratégie et ensuite l'étude de marché qui nous ont ensuite permis de nous lancer. De bâtir en termes, on a déjà dit plusieurs fois, donc on parle du cadre de Tokimeki. Donc Tokimeki, on est TPE, très petite entreprise. TTPE, très petite entreprise, parce que en réalité on n'est que 2, donc là il y a Léo qui complète notre équipe brillamment, mais on n'est quand même que 2 personnes. Pendant que Léo est là, bien sûr, gérer la communication, c'est facile entre guillemets, parce que Léo il le fait et il le fait très bien. Nous, on n'avait absolument pas à se soucier de comment est-ce qu'il allait... bien sûr, on validait les posts, on vérifiait l'esthétique générale, on réfléchissait ensemble. Quand est-ce qu'on poste ça? Est-ce qu'on le fait plutôt comme ci? Est-ce qu'on le fait plutôt comme ça? Bon, bien sûr qu'on a travaillé sur ces réflexions-là ensemble, mais en termes d'animation des réseaux, on avait toute confiance en Léo, on savait très bien qu'il allait bien le faire. Maintenant, je sais qu'on en a souvent parlé, on t'a souvent dit que nous, on n'était que 2, qu'on n'était pas des spécialistes des réseaux et que du coup, la communication, ça nous faisait peur. Ça nous faisait peur. Le calendrier nous faisait peur, très clairement. Être de front sur plusieurs réseaux et être actif alors qu'on gère des contrats à côté. Ça nous a fait peur. C'est quelque chose qui nous inquiète, mais puis même maintenant, pour l'instant, Léo est là. On a peur. On est dans la peur, on n'est pas dans la peur, mais c'est vrai qu'on est... on sait pas trop comment ça va évoluer, on va faire notre maximum pour se tenir à ce super calendrier éditorial que tu nous as mis en place, mais toi, en termes de réflexion sur le montage du calendrier, ou du fait qu'on est une petite entreprise et qu'on n'est que 2, que tu vois comment est-ce qu'on fonctionne, est-ce que... Bon, j'imagine que oui, mais plutôt du coup, comment est-ce que tu as adapté le calendrier? Et est-ce qu'il y a des choses que tu souhaitais mettre en place que tu as préféré mettre de côté? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place et qui, au final, n'ont pas eu les résultats escomptés, ou qui finalement sont mises de côté parce que manque de temps, Et est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place qui n'ont pas fonctionné, mais tu sais pas pourquoi? Alors, je vais commencer par la première question et je vous laisserai les répéter tout ça parce que peut-être que je les aurais oubliées. Attends, je vais noter parce qu'on va oublier aussi, je pense. Première question, donc, comment j'ai adapté le nouveau calendrier éditorial aux problématiques. C'est d'une part en observant. Là, pendant ces 6 mois, donc, j'étais en contact avec vous et là, depuis 3 mois, je suis maintenant au Japon, donc vraiment... tous les jours au bureau, je me suis rendu compte de certaines choses et ces choses-là, je les ai conjuguées aux points que j'ai pu mettre en lumière à travers l'analyse de notre communication jusqu'ici. On a clairement des points forts et des points faibles qui sont dégagés. Donc j'ai essayé de mettre en rapport les points forts de la stratégie qu'on avait déjà mis en place et mettre en avant vos points forts à vous pour créer un calendrier éditorial, donc un document qui pour le coup est plutôt opérationnel pour moi plus que stratégique, un calendrier éditorial qui vous corresponde et qui puisse fonctionner. Parce que comme on le disait tout à l'heure dans le podcast précédent, la persévérance est très très importante dans la communication et on a vite fait en fait d'abandonner tout simplement dans la communication réseau parce que voilà, encore une fois on a un manque de résultats qui fait que on se disait qu'au final on aurait peut-être mieux à faire que de faire des posts Instagram. L'investissement temps se justifie pas. Bien sûr, ouais. Du coup il faut quelque chose de digeste et ça passe par de facilement applicable. Ça passe par une simplification aussi des processus parce que étant donné que moi c'était mes études et que je me suis consacré à ça pendant des années, il y a des choses qui me paraissent évidentes et qui
parfois sont un peu compliqués, donc il fallait rendre le tout compréhensible et attractif pour vous comme attractif pour nous aussi. Donc c'était un beau challenge. Je sais pas du tout encore si j'ai répondu présent parce que l'avenir nous le dira. Pour nous c'est clairement pour nous c'est banco. Pour nous c'est banco, mais après l'avenir nous le dira dans le sens où est-ce qu'on va nous réussir à appliquer ce calendrier. Au passage un calendrier éditorial, parce que tout le monde ne fait pas de la communication. Bien sûr. Grosso modo, c'est de dire tel jour on poste ça, tel jour on poste ça, sur tel canal on va parler de ça, on a tel thème à aborder et faire en sorte que en fait les thèmes tournent de façon régulière pour avoir quelque chose de pas trop répétitif, de faire quelque chose de cohérent. Par exemple, quand on parlait de l'ouverture du site, on a communiqué bien évidemment sur tous les réseaux sur l'ouverture du site. Donc en fait, c'est d'avoir un calendrier qui nous permette d'être sûr que notre communication fait sens sur tous nos réseaux en parallèle et que ça se réponde ou pas, d'avoir quelque chose qui représente bien la société. Je pense que c'est un très bon résumé, et pour les personnes qui aimeraient en apprendre plus, on a un article dédié au calendrier éditorial sur le site de Tokimeki. Léo a rédigé d'une main de maître. Je vous invite à aller le lire parce que si donc vous êtes entrepreneuse ou entrepreneur ou simplement essayez de faire de la communication sur les réseaux, le calendrier éditorial c'est quand même un incontournable. C'est quelque chose qu'on savait avec Alice, qu'on n'avait jamais pris le temps de mettre en place. On avait un document extrêmement simple, mais qu'on n'avait pas forcément réfléchi en termes de thèmes qu'on voulait aborder. Ouais. On avait effectivement fait un calendrier. Ouais, on savait que tel jour on postait telle chose. On avait mis en place le Kinyo Culture de Moment Culture du vendredi. Maintenant, encore une fois, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est compliqué. On avait un peu l'impression de faire un espèce de travail de doublon, c'est-à-dire qu'il fallait réfléchir au post, créer la publication. Et ensuite, il fallait aussi le mettre dans le planning, parce que du coup, on voulait aussi avoir le visuel dans le planning pour qu'on puisse avoir une visibilité de ce que c'était. Et ça, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est chronophage. De toute façon, la communication, on voit bien tout le travail que fait Léo. Il y a non seulement, idéalement, il faut suivre en fait derrière, comme on disait, c'est un travail de persévérance. Le fait que l'algorithme nous repère, ça prend du temps, donc il faut que régulièrement on aille voir comment est-ce que nos publications ont performé. Est-ce qu'on a eu beaucoup de likes, pas de likes? Est-ce que c'était que des gens qui nous connaissent? Est-ce que c'est un cercle autre que notre cercle qui nous connaît? Bref, tout ça c'est des choses dont on pourra parler sur d'autres épisodes pour revenir aux super questions qu'on posait à Léo. Question numéro 2, est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais voulu mettre en place mais que tu n'as pas pu? Tu vois, tu l'avais préparé et puis finalement t'as bien vu que ça allait pas pouvoir se faire. Là tout de suite je pense au podcast. Que c'est un format du coup qui est en ce moment plutôt en vogue et qui me tenait à cœur. Mais du coup ça a été mis en place. Du coup ça a été mis en place. Mais plus tardivement que ce que tu veux. Plus tardif. En gros ça s'est fait un peu naturellement. Naturellement, et aussi grâce à l'intervention de Cécile. Donc on n'était pas sûr de pouvoir mettre ça en place. Mais sinon à part ça, en communication, du moins, j'essaie de rester assez réaliste. Donc il n'y a pas vraiment d'action, d'opération que j'aurais voulu mettre en place et que je n'ai pas réussi, étant donné que je me suis arrêté en fait au premier step, c'est de ne pas vouloir au-dessus de ce qu'on aurait pu faire. Quid de la newsletter? La newsletter, c'est quelque chose... c'est un levier très fort. Le mail, en fait, c'est un levier très très fort de communication qui est utilisé par la plupart des entreprises. Le problème de la newsletter, chez Tokimeki en tout cas, je trouve, c'est que parfois les news peuvent venir à manquer, étant donné que on a quand même des longues périodes de préparation de dossiers, des périodes sur lesquelles en fait on n'a pas forcément le droit de communiquer sur le fait qu'on travaille avec un tel ou une telle, ce qui fait que on a du mal à communiquer dessus. La newsletter, c'est quand même, comme son nom l'indique, un outil qu'on utilise pour informer sur les nouveautés de nos, à nos partenaires ou à nos potentiels clients. On a une newsletter, on a une base de données, un répertoire d'adresses
adresse mail, qui pour moi devra être utilisée dans le futur. C'est pas quelque chose que j'ai mis en place parce que j'ai préféré me concentrer sur d'autres outils, effectivement, mais je conserve pas de regrets à propos de ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu être très intéressant, mais au vu des problématiques qui étaient les nôtres, je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Oh bah complètement. Quand Léo est arrivé, on avait une liste de tous les médias possibles, en fait tous les leviers qu'on devrait mettre en place. Qui sont généralement exploités en communication digitale, dont donc, effectivement la newsletter, et c'est vraiment un format qu'on retrouve chez quasiment toutes les entreprises, et c'est quelque chose qu'on avait discuté avec Léopold en lui disant, on a une newsletter, on envoie une newsletter par an, parce qu'en fait, déjà ça prend du temps de la rédiger, et ensuite on n'a pas du contenu à fournir tous les mois, et encore une fois, ça refait doublon avec ce qu'on met sur les réseaux, ça refait doublon avec beaucoup de choses, donc c'est vrai que la newsletter, ça reste encore un outil à définir à appréhender. Moi je pense qu'à partir du moment où Tokimeki sera plus lancé, il y aura des contrats, pourquoi pas des contrats annuels, ou des contrats en tout cas qui seront sur lesquels vous aurez plus de visibilité. Ce sera plus simple de faire des newsletters. Et puis on a 2-3 projets, quelques petites choses qui voudraient le coup d'être dans la newsletter, mais on ne peut pas en parler pour le moment. On va pas en parler pour le moment, mais effectivement ça pourrait intéresser un bon nombre de personnes. Deuxième question qu'on avait prévue, c'était est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis en place mais qui pour toi a échoué ? Échoué, oui. Ou qui n'a pas atteint les objectifs que tu t'étais fixés. Moi je trouve que en fait, ma fixation d'objectifs sur le tout début de l'aventure, sur cette fixation là j'ai eu les yeux bien plus gros que le ventre, ça c'est clair et net. Je pense que soyons un peu honnêtes, j'ai mal appréhendé la capacité qu'on avait à se développer sur les réseaux sociaux et le degré de difficulté de cette tâche là. Du coup là on parle donc les objectifs en question, c'était augmenter le nombre de followers, par exemple, et puis avoir des contrats qui sortaient ressortaient ça faisait partie des grands objectifs qu'on s'était fixés de mémoire. Augmenter le nombre de followers sur toutes les plateformes, donc que ce soit Instagram ou LinkedIn principalement, et on s'était fixé de récupérer X nombre de contrats selon la plateforme, ou en tout cas avoir des contacts qui menaient à potentiellement des contrats via ces plateformes-là. C'est ça. Des objectifs totalement louables et complètement raisonnés et raisonnables, en tout cas en ligne avec ce qu'on veut faire de notre communication digitale. Et ce qui justifierait l'investissement derrière. En fait, voilà, les objectifs en eux-mêmes étaient les bons, je trouve, mais après c'est leur quantification qui a un peu péché. Enfin, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, je trouve. Du coup, voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi, c'est difficile de dire échoué. Oui, non, c'est pas échoué, mais ça n'a pas atteint les... Qui aurait pu être mieux fait, je pense. Oui. Enfin, après, voilà, on peut toujours mieux faire. Qui peuvent pas avoir le rayonnement escompté. Voilà, c'est ça. Et après, pour quelque chose de plus micro, on a certaines publications, certains types de publications. Voilà, j'entends vraiment des concepts qui avaient des objectifs qui étaient différents, tous, mais qui, après, en termes de likes, en termes de commentaires, en termes d'engagement, pas eu de résultats particulièrement attractifs. Je pense au format Japan Knowledge qui donc là c'est sur Instagram, qui est sur Instagram. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous suivent pas sur Instagram, on vous invite évidemment à nous suivre sur tous nos réseaux. Tokimeki by AM. Exactement. C'est un format sur lequel en fait on prend un fait culturel japonais et on l'analyse et on explique un petit peu. Voilà, on l'explique, on en discute un peu. J'ai pris du coup la décision de faire un format très simple. On a une photo sur laquelle on met l'accent sur l'esthétisme et le visuel en lui-même, avec une description qui est plutôt longue. Sur Instagram, on a quand même tendance à peu lire, je trouve. Bon, il y a quand même par exemple des médias qui écrivent encore beaucoup, mais à part ça, voilà, c'est quand même l'information doit se trouver sur les images. Là, j'ai pris le pari inverse, mais c'est aussi
dû au fait qu'on avait des contraintes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Instagram, on s'était quand même fixé un rythme qui était assez élevé. Donc voilà, c'était pour moi un moyen de ramener en fait un aspect esthétique, parce qu'en fait on avait des paysages souvent sur le compte, c'était en fait plus simple à mettre en place, tout simplement, et en plus qui permettait de faire respirer un peu le compte en lui-même, et me faire respirer à moi, parce que c'était plus facile. Mais voilà, ça au niveau des résultats, c'était pas trop ça, mais en même temps, étant donné que, comme je viens de le dire, c'était pas un format qui était pensé de base pour être vraiment comme un augmentateur, un booster d'audience, de résultats, c'est pas quelque chose qui c'est pas choquant en soi. qui est choquant, sur lequel j'ai vraiment des regrets, quoi. Et puis en termes de fond, comme on le dit souvent, en fait, la différence de culture explique pourquoi on existe. Enfin, il n'y aurait pas de différence de culture, on n'aurait pas de raison d'exister, parce que les gens n'auraient pas besoin en fait de soutien et de tampons entre des cultures complètement différentes. Donc pour moi, ça prend tout son sens en fait, même si il n'y a pas autant de likes qu'on le voudrait. Le fait qu'on partage notre connaissance de la culture japonaise auprès d'un public francophone, ça me paraît tout à fait justifié. Bien sûr. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, je pense qu'Alice aussi, on aime bien partager des petits faits de culture japonaise sur les réseaux. C'est notre petit truc, on aime bien. Ça avait commencé avec Kinyo Culture et puis ça continue sous une autre forme. Ça s'appelle Japan Knowledge. Peut-être que Kinyo Culture revient. Si le Japan Knowledge, vous le décalez le vendredi ça redevient Kinyo Culture. Kinyo Japan Knowledge. Et après Tokimeki, du coup, on arrive à l'issue de ton stage. What's next? What's next? C'est une très très large question. Comme je l'ai dit du coup dans le podcast précédent, j'ai un mémoire à écrire. Quel est le sujet de ton mémoire? Ou peut-être pas. Alors il a aucun lien avec Tokimeki, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, quoi que je fasse après, j'ai énormément appris durant tout ce stage-là, que ce soit en remote ou que ce soit en fait ici avec vous. Ça, c'est peut-être le point le plus important pour moi, c'est qui sortirait de ces questions-là par rapport aux échecs. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'échecs, il y a beaucoup de leçons, mais très peu d'échecs. J'ai beaucoup appris parce que j'étais avec vous. Vous m'avez amené un peu partout, fait rencontrer beaucoup de monde. J'ai pu voir comment vous travaillez, et ça, vous pouvez me faire confiance, c'est quelque chose qui va me suivre pendant ça fait plaisir. Un bon moment, et j'espère pouvoir devenir des professionnels comme vous dans le futur. Ça, on n'en doute pas. Aucun doute la génération Z on va tous nous avoir. Je vous invite à aller voir sur notre compte Instagram pour voir la vidéo parodique que Léo s'est fait un plaisir d'éditer, n'est-ce pas? Il faut savoir que Léo mène d'une main de maître tous nos enregistrements jusqu'à maintenant. Toutes les annonces qu'on fait face cam, tous les reels qui ont été faits quasiment depuis 6 mois. Presque 6 mois maintenant. C'est quand même Léo qui les a fait, et donc du coup, des fois il y a des rushs rigolos. Il y a des rushs qui sont exploités d'une façon qui n'était pas prévue. Voilà. Bon, mais c'est rébellion. Rébellion, non, mais puis c'est l'essence même de Tokimeki. Je pense que voilà, c'est d'une part propre à Tokimeki et aussi quelque chose qui est propre à Instagram. Oui. Parce que voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même un réseau qui est axé sur l'entertainment, et vous êtes deux personnes qui rigolent énormément et qui font beaucoup de blagues. Mais on est sérieuse quand même. Très sérieuse. Professionnellement, extrêmement sérieuse. Mais c'est quand même quelque chose qui était dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur, et quelque chose qui était cohérent, donc je me suis permis ça. Je taquine. Non, il n'y a aucune. De toute façon, si j'avais été contre, cette vidéo n'aurait pas vu le jour sur Instagram. Bien sûr. Je l'aurais effacée directement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, on arrive à l'issue de ce podcast. Petit wink à Cécile, donc Cécile Golfier-Salle, qui a le podcast Hit the Road, qui nous avait invités et qui nous a légué son micro. Qui est le micro sur lequel on a enregistré Hit the Road, donc la boucle est bouclée. Merci à elle. Cécile, donc formatrice de formateurs. L'aventure continue. À Lyon. Merci à Léo. Merci à Léo. Tu reviens quand tu veux. Première invitée, un peu cobaye. C'était comment l'expérience podcast chez Tokimeki? C'était excellent. J'ai plutôt du coup que l'habitude d'être de l'autre côté de la caméra, mais là c'était très sympa de partager ce moment avec vous. Quand on a dit Léo, tu seras le premier invité, tu disais mais non, mais je suis un homme de l'ombre. On était oui, nous aussi on est des femmes de l'ombre. Tu nous forces, alors c'est pareil.
Non, mais plus sérieusement, j'espère être le premier d'une longue lignée d'invités qui auront tous des profils plus intéressants les uns que les autres. Bah écoute, on espère aussi, on a hâte de partager tout ça avec tout le monde. Et encore une fois, comme le disait Alice, merci de nous avoir écoutés, de nous suivre. Et puis... à très bientôt. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.